Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce bulletin Info 7 du 18 novembre 2025. On revient aujourd'hui sur le lancement de la vaste campagne médiatique pour contrer les préjugés envers les travailleurs de l'industrie saisonnière qui a lieu le 13 novembre dernier à Incipit. Intitulée « Briser les préjugés, valoriser le travail saisonnier », cette campagne a pour but de changer les mentalités envers les travailleurs car il y a encore beaucoup de préjugés, comme le déplore la directrice d'Action Chômage Côte-Nord, Lynne Sirois. Ces réseaux sociaux, il y a énormément de préjugés. Là. Ça a explosé. Là. Moi, je n'ai pas connu ce genre de préjugés-là. J'ai travaillé dans l'industrie saisonnière pendant 30 ans. J'ai jamais entendu des choses comme j'entends. Mais il faut faire attention. C'est le même monde qui se cache, puis qui, tu sais, J'ai eu un commentaire cette semaine qui m'ont dit à moi, là, va donc travailler, puis arrête de pleurer pour avoir du chômage. Tu sais, faut pas s'arrêter à ça, mais il faut vraiment que la population comprenne que c'est important pour elle, pour eux, mais c'est important aussi pour le village, c'est important aussi pour la région, parce que ces gens-là, quand ils en auront le bol d'en arracher, bien, ils s'en vont. Ils s'en vont ailleurs ou ils changent de métier. Moi, là, j'ai été dans l'industrie pendant 30 ans. Aujourd'hui, je travaille à l'année, mais quelqu'un qui a pris ma place. Parce que l'industrie a besoin de ses travailleurs pour être capable de survivre. Puis on ne voit pas ça ailleurs, mais c'est tellement terrible ce qui se passe ici que les syndicats, les employeurs sont ensemble, nos élus sont avec nous, les travailleurs, tous ensemble, on crie à l'injustice. Il serait grand temps que le gouvernement comprenne là, que ça n'a pas de bon sens ce qu'on vit chez nous, sur la Côte-Nord, effectivement. C'est facile pour quelqu'un là, qui travaille à l'année, puis que là, il va aller prendre son café chez Tim Hortons. Excusez, je voudrais pas dire ça, qu'il va prendre un café dans un restaurant, puis que là, j'ai pas de serveur, puis elle pleure pour avoir du chômage. Pourquoi elle y va pas, là? Bien, il y a toutes sortes de raisons pourquoi elle y va pas, parce que faut pas oublier que le trou noir, là, c'est une période sans revenus. Si t'as pas de revenus, tu n'as pas été capable de te placer, c'est qu'il y a un problème de transport. Il y a des problèmes autres là, qui arrivent. Là, que c'est pour ça que les gens, des fois, ils n'ont pas accès aux emplois qui sont disponibles. Tu sais, quand on est à Tadoussac, puis on a besoin de personnel à Bécomo, bien, c'est un peu difficile là, d'aller travailler. Puis les mères de famille ne peuvent pas laisser leurs enfants à la maison, puis partir aller travailler à Romaine ou quoi que ce soit, puis revenir au bout d'un mois. Là, tu peux pas faire ça. Puis si tout le monde déciderait de partir de ces industries-là, on fait quoi? C'est la catastrophe pour la région. Là. Si tout le monde décidait que demain matin, là, on s'est tous trouvé un emploi à l'année, qu'est-ce qu'on fait avec la poissonnerie? Qu'est-ce qu'on fait avec les bateaux? Qu'est-ce qu'on fait avec la tourbière? Qui va planter la forêt? Encore pire, qui qu'on va combattre les feux? Là? Tu sais, quand ton chalet va brûler, peut-être que là, tu vas pleurer, là, que ça t'en prenait, ça te prenait du monde là, pour le combattre les feux. Bien, lui, il est tanné là, de combattre les feux l'été, puis de crever l'hiver, mais il s'est trouvé d'autres choses. C'est tout à ça qu'il faut penser. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Là. Puis le seul moyen de le dire, il faut donner la parole à ceux qui sont touchés par ce fameux trou noir. Cette campagne s'accompagne d'un autre intitulé « Un sou noir pour lutter contre le trou noir » qui invite chaque citoyen à apporter symboliquement une ancienne pièce de 1 cent. Ces pièces seront apportées à Ottawa au printemps. Le 5 à 7 du lancement a réuni des élus locaux, des organismes communautaires, des travailleurs et employeurs de l'industrie saisonnière, ainsi que des membres de l'Alliance interprovinciale provenant de l'Est du Québec, de la Gaspésie et du Nouveau-Brunswick, qui tenaient à assister à l'événement pour appuyer ces campagnes. Bien, en fait, c'est qu'on est tous réunis, là, tous les groupes, à partir de Québec jusqu'à les régions de l'Atlantique. On est tous réunis dans ce qu'on appelle l'Alliance interprovinciale de l'assurance-emploi. Et il n'y a pas juste sur la Côte-Nord. La Côte-Nord est bien mobilisée, mais on fait des actions un peu partout dans l'Est du Canada. Et donc, quand un groupe organise quelque chose, bien, c'est important qu'on soit solidaires les uns des autres. Donc, on se déplace... Comme on est allé dans la péninsule acadienne, les gens sont venus à Rimouski, on est allé en Gaspésie, donc on se promène. C'est important qu'on soit actif sur l'ensemble du territoire. Sinon, la soirée nous a permis d'apprendre une bonne nouvelle là, pour les gens de la Côte-Nord. Il y a vraiment quelque chose d'incompréhensible là, que la région du Bas-Saint-Laurent, avec des villes comme Rimouski, Rivière-du-Loup, soit rattachée à la région de la Côte-Nord. C'est pas logique. Et là, on a appris ce soir que le gouvernement travaillerait à faire que la Côte-Nord soit plutôt rattachée à la Gaspésie
Et donc, on va suivre avec intérêt là, les prochaines semaines le gouvernement, qu'est-ce qu'il va faire de ça. Je dois vous dire que c'est très, très important parce que j'ai beaucoup à cœur le travail des industries saisonnières et les travailleurs d'industries saisonnières parce que, comme on pourrait dire dans les coins où est-ce que c'est isolé, où est-ce que c'est beaucoup de l'industrie saisonnière de travail, on doit encore transmettre un message au gouvernement, on doit transmettre un message aux communautés aussi, à la société, que le travail d'industrie saisonnière est essentiel. Et aujourd'hui, c'était une belle opportunité pour venir ici, pour encore en parler. Comme vous savez, la péninsule acadienne en a travaillé fort en 2018 pour pouvoir avoir le projet pilote des travailleurs d'industrie saisonnière de 5 semaines et comme qu'on voudrait qu'il soit encore plus amélioré, ce projet pilote-là. Alors, c'est important aujourd'hui de venir, parce que je suis dans l'Alliance avec Lynn, et de venir supporter Lynn dans sa campagne qu'elle va avoir et aussi l'importance de travailler ensemble, d'avoir toujours le même message pour envoyer au gouvernement, envoyer à la société aussi, de dire que ces préjugés-là, il ne faut pas que ça se fasse. Et aujourd'hui, comme que je dis souvent, est-ce que nous, les travailleurs d'industrie saisonnière, quand ils travaillent, est-ce qu'ils peuvent aller pêcher l'hiver dans la glace? Est-ce qu'ils peuvent aller la neige, aller ramasser des bleuets ou des framboises? Est-ce qu'ils peuvent aller ramasser la tourbe l'hiver? Est-ce qu'on peut asphalter l'hiver? Alors, c'est tout du travail d'industrie saisonnière. Est-ce qu'on peut aller, nous, par chez nous, le village historique acadien et des milieux touristiques, est-ce qu'on peut aller visiter ça l'hiver? Non. Alors, c'est ça qui est le travail que nous avons. Alors, aujourd'hui, pour moi, c'est important de continuer de se battre pour nos travailleurs d'industrie saisonnière et aussi de faire comprendre au gouvernement que l'assurance-emploi, ça doit être bien établi pour tous ces travailleurs d'industrie saisonnière-là quand ils en ont besoin. Ces travailleurs-là, ils prennent que 55 du pourcentage au niveau de leurs finances, du 100 qu'ils ont quand ils travaillent. Alors, c'est important pour ces gens-là qu'ils comprennent que ces gens-là ne profitent pas de l'assurance-emploi, mais c'est un besoin. L'industrie saisonnière, elle est là. On ne va pas faire l'autruche, on ne va pas se mettre la tête dans le sable. On doit voir la réalité et on a un marché d'industrie saisonnière qu'on doit respecter et respecter ces travailleurs-là et avoir un chômage qui va répondre aux besoins de ces gens-là. C'est que la Côte-Nord et la Gaspésie, on est vraiment deux régions qui sont, je dirais, sœurs, frères et sœurs ou sœurs et sœurs, là, parce qu'on a vraiment le même type de problème dû au même type à peu près d'entreprise. Hein, on a pas mal le tourisme, la pêche, la foresterie. C'est pas mal les mêmes choses. On n'est pas une terre d'agriculture, donc on a un petit peu d'agriculture en Gaspésie, mais pas assez pour que ça soit quelque chose de flagrant, là. Tu sais, c'est tellement minime. Donc, on est comme des sœurs, frères et sœurs. On est de la même famille, quoi. Mais on vit pas mal les mêmes choses. Que ce soit en Gaspésie ou sur la Côte-Nord, l'idée d'être ici, c'est que on se rend compte que pour régler un problème qui touche, dans le fond, plus que juste nos deux régions, qui touchent tout l'Est du Canada, bien, c'est vraiment un apport minime, parce qu'on le dit, là, avec une scène pour le trou noir, un sou pour le trou noir, c'est vraiment pas beaucoup, et ça viendrait vraiment régler une problématique qui représente quand même 13 régions, parce que on est 13 régions à vivre de la même problématique. Alors, ça valait la peine d'être ici ce soir parce que c'est une campagne qui va bouger, qui va rejoindre, je suis pas mal sûre, jusqu'à Ottawa. Les oreilles vont leur sciller, c'est certain, parce que ça va être dans les médias, on va être partout, puis on va vraiment brasser pour que Ottawa y en entende parler beaucoup. Fait que ça valait la peine d'être ici. Madame Sirois nous rappelle qu'il faut continuer à passer le message pour ne pas perdre les acquis dans le dossier de l'assurance-emploi et réitère les demandes d'action chômage au gouvernement. Au moins, il n'y a pas eu de reculons. Il faut dire ça. Là. Si on n'aurait pas fait ce qu'on fait aujourd'hui, là, ça fait longtemps que l'assurance-emploi existerait, rien que pour ceux-là qui travaillent à l'année. Mais il y a eu des avancées. Il y en a. Les 5 semaines supplémentaires, là, on les a arrachées au gouvernement. Monsieur Duclos, il a fallu aller dans son bureau puis occuper le bureau pendant 36 heures pour qu'il comprenne.
Fait que oui, il y a des avancées, mais ils sont éphémères, ils vont finir bientôt. Puis là, on a un gouvernement c'est vraiment inquiétant, là, parce qu'il est en train de mettre encore 2 catégories de chômeurs. Là, on est rendu avec des bons chômeurs et des mauvais chômeurs. Puis les mauvais chômeurs, c'est ceux qui demandent du chômage à toutes les années, c'est-à-dire les travailleurs de l'industrie saisonnière. Fait que là, pour les bons chômeurs, on va donner plus de semaines. Puis vous autres, parce que vous en demandez souvent, bien, vous allez en avoir moins. C'est inacceptable. On a vécu ça avec la période à repart. Il faut pas revivre ça. Puis on a besoin que toute la population se mobilise derrière ce dossier-là, parce qu'à un moment donné, quand la région va fermer, tu sais, puis ça va être une catastrophe, bien là, nos élus, il va falloir qu'ils disent « on aurait donc dû, là, mais là, il faut agir maintenant ». Nous, on veut la reconnaissance de l'industrie saisonnière avec 420 heures travaillées pour 35 semaines à 70 du salaire. Puis c'est pas énorme, 70 du salaire. Puis présentement, là, le gouvernement, il dit qu'il donne 55 du salaire, c'est faux. C'est faux parce que ceux qui font pas 22 semaines sont divisés autrement puis peuvent avoir 35 de le salaire. Et ceux qui ont des bons salaires, là, puis que là, ils perdent le salaire aujourd'hui, ben tu sais, t'es majoré à 65 000. Fait que si t'en as gagné 80 000, là, ben là, tu te ramasses avec 30 de ton salaire. C'est pas avec ça que tu vas être capable de payer ta maison, là. Mais c'est tout ça qu'on dit au gouvernement puis qu'on répète à tous les années puis qu'il nous dit, ben oui, on comprend, mais tu sais, qu'il avance en s'imaginant qu'à un moment donné, on va s'écœurer puis qu'ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent, mais nous, on est les gardiens. Là, Puis quand je dis nous, c'est vraiment les mouvements de chômage, les syndicats nous aident énormément là-dedans, nos élus aident là-dedans. On peut être fiers de qui qu'on est sur la Côte-Nord. Là. On peut en être fiers. Plusieurs ont remarqué la nouvelle affiche du Nitassinan Essipit aux abords de la rivière Portneuf. Nous sommes allés à la rencontre du chef de la Première Nation des Inuits Essipit, Martin Dufour, pour mieux comprendre la présence de celle-ci. Oui, Martin, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, donc, on a vu 3 nouveaux panneaux sur la limitation un peu, là, Tadoussac, Port-Neuf-sur-Mer et Saint-Fulgence. Là, un gros panneau qui est marqué Nitassinan et Essipit. Nitassinan d'Essipit, oui. Oui, on veut savoir pourquoi. Bien, ça remonte, il y a une couple d'années, on remonte aux années 80. Là, il y a eu des études qui ont été faites par le Conseil Atikamekw montagnais. Suite à la création des réserves, là, dans les années 1800, bien, on voulait savoir comment est-ce qu'on pouvait délimiter les territoires ancestraux de chaque réserve. Par nation, bien là, vous comprendrez que c'est pas mal plus grand que ça. Fait qu'ils ont fait des études, sont venus interviewer les chasseurs, les trappeurs, les aînés, pour savoir les portages anciens. Puis ça a délimité les territoires entre Masteyats, Essipit, Pessamit, Ouachat, Macmayutanam, Equanichit, Noutaquan, Wenamenshipu, puis Pequachipi. Fait que les 9 Premières Nations au Québec, puis là, je mets de côté les Atikamekw, mais les Atikamekw, eux, ils ont fait aussi une grande étude qui représente le grand territoire des Atikamekw aussi, lors des années 80. OK. Puis pourquoi avoir mis ça maintenant? Nous, on attendait vraiment de régler là, de façon, comme je pourrais dire, pas légale, là, mais définitive avec Masteyats. On l'a fait il y a 2 ans, je pense. Là, on a réussi à avoir une entente. Avec Pessamit, mais c'est la rivière Portneuf qui délimite les 2 Nitassinan. Fait que c'est facile de pouvoir mettre le panneau. Mais on attendait vraiment là, d'avoir une entente territoriale avec Masteyats pour les mettre. Ouais. Dans le fond, cette pancarte-là, ça veut vraiment dire que c'est votre territoire. Donc, oui. On arrive sur un territoire ancestral qui appartient à votre nation. Essipit, oui. Souvent, on se faisait demander « Hey, moi, je suis sur votre territoire, à telle place. » Bien là, ça va éclaircir les choses. Ça donne un peu plus de visualisation, pas visualisation, mais visibilité à notre Nitassinan aussi. Question d'affirmation un peu aussi. Mais c'est vraiment pour afficher, pour que les gens sachent où on est. Ouais, exactement. Il y en a un à Saint-Fulgence, un à Tadoussac, puis un à Port-Neuf-sur-Mer. Ce qui est des limites, là, bien, on va en avoir en forêt aussi éventuellement. Là. On va jusqu'à Poulain de Courval, nous, là,
en forêt, puis il va en avoir d'installés. Ils vont être installés l'année prochaine, ceux-là. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Nitassinan veut dire le territoire ancestral qu'occupait Escipit durant les millénaires. C'est ça. Fait que c'est ça que ça dit. Mais en vrai, c'est sûr qu'au départ, avant la création des réserves par le fédéral, mais c'était un territoire qui était partagé là, par les Inuits en général, parce qu'on était nomades. Là, fait qu'on se promenait un peu partout. Avec Nitassinan, territoire ancestral. Est-ce que ces affiches-là, ça change quelque chose pour l'accès au territoire? Non, pas du tout. Là, ça reste comme c'était avant. Dans l'entente de principe, les zones sont déjà délimitées. Là, fait que c'est juste d'afficher, puis les gens peuvent savoir qu'ils sont rendus à Escipit, peuvent savoir qu'ils sont rendus à Pessamit. Il y en a d'autres d'installés aussi, là, un peu plus loin. Ouachat, je pense qu'ils l'ont mis aussi également. Fait que ça permet juste d'éclaircir où on est. Mais non, il n'y a pas de danger pour l'accessibilité à la forêt. Ça ne veut pas dire qu'on rentre sur Escipit nécessairement, sur la non, réserve, on rentre sur le territoire ancestral d'Escipit, où on pratique nos activités inuitoun. Bien, merci beaucoup, Martin, d'avoir pris le temps de nous expliquer ça. Ça me fait plaisir. Le Pavillon des Arts de Forestville a procédé au lancement de sa programmation hiver-printemps ce dimanche dernier dans le hall de la salle de spectacle. Nous avons notamment appris que le Pavillon des Arts, qui fait partie du Rosec, qui comporte la Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent, est la salle qui a eu le plus haut taux de participation. Maryse Villemur nous explique la façon de procéder pour accueillir un artiste à leur salle. Parfois, ils nous demandent, ils nous disent ça serait le fun d'avoir tel spectacle ou telle affaire, tout ça. Mais ça se passe pas comme ça. Il faut penser que quand on veut avoir un show, il faut qu'il y ait au moins 3 salles de la Côte-Nord ou de la Basse-Côte qui se matchent avec nous autres. Il faut penser aussi qu'un spectacle, ça coûte des sous. Puis, il faut penser qu'on est une petite salle de 200 places. On n'est pas comme Bécomo, une grande salle. Puis, on s'est dit aussi qu'on ne chargerait pas plus pour l'instant que 45 $ pour un spectacle. Une nouvelle programmation variée nous est offerte. En voici les détails. Bien, cette année, on a voulu une programmation quand même assez variée. On commence avec une nouveauté qui est Anima Aura. Ça, c'est une nouveauté, c'est une autochtone. Puis, une très belle voix, je chante en anglais, en français, en Innu. On va voir Stéphane Archambault de Mes Aïeux en février. On va voir Émilie Bourgault, Tout doux, très, très intéressant. Une pièce de théâtre aussi au mois de mars. On va avoir... Ça, c'est plus rare, les pièces de théâtre. Oui, puis on peut présenter n'importe quelle sorte de pièce de théâtre, étant donné que la scène est très petite. Mais on essaie quand même de présenter au moins une pièce de théâtre durant l'année. Par la suite, on va voir Alain Choquette. C'est la 3e fois qu'il va venir nous voir. Puis je pense que cette année, il va apporter son gros spectacle. Donc, ça va être intéressant. Ça va être quelque chose de nouveau. On va avoir Billy Tellier, les finissants de l'humour, comme toujours, et Yann Kelly qui a déjà fait, je pense qu'il avait fait La Voix. Très intéressant aussi. Donc, on annonce une belle programmation. Oui, tout à fait. Puis, on continue aussi avec le cinéma, une fois par mois. Puis, vendredi de la semaine prochaine, le 21 novembre, on va présenter le film de Florent Volant. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a acheté, puis qui est intéressant au niveau de toute l'histoire autochtone. On va avoir le film Menteuse le mercredi 19, puis un film pour enfants le 23. Puis en décembre, on va avoir aussi encore 2 films. Les gens sont réceptifs à la programmation. Je voyais que tantôt, il y avait beaucoup d'enthousiasme. Oui, de plus en plus. Parfois, ce qu'on a plus de difficultés, c'est les nouveautés. Je donne l'exemple de Mantana qu'on a eu avec Madame Audet et c'est Joël Cool qui est un artiste qu'on voit à la TV, mais les gens s'attendaient pas au niveau de la chanson. Les musiques sont très belles, les paroles sont très belles, les gens ont été surpris. Mais c'est sûr, ça sert à ça aussi quand on amène dans la programmation, puis on doit le faire, des nouveautés, des gens que les gens connaissent pas, puis c'est dans le but de promouvoir la culture sur toutes ses formes. De faire découvrir. Oui.
Puis on va avoir le spectacle avec nos deux beaux jeunes, Fabrice Charret et Nicolas Perron. Piano, voix, ça aussi, ça va être intéressant. Bien, je te remercie, Maryse. Rien? On va suivre ça. Oui, tout à fait. Puis venez en grand nombre, continuez à acheter vos billets. Le lancement s'est terminé sur un aperçu du prochain spectacle le 5 décembre de Fabrice Charret et Nicolas Perron, accompagnés de Myriam Tremblay. Je vous laisse sur ces images pour voir ou revoir un bulletin, une capsule, une émission. C'est au www.tvr7.net. Soyez des nôtres vendredi pour un autre bulletin de nouvelles. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright.